Les révolutions russes. Le plan, d'abord je vais parler de l'introduction avec le contexte historique, développer ensuite ma problématique, faire l'analyse de la source écrite, l'analyse de la source iconographique, et je terminerai par la conclusion et la réponse à la problématique, ainsi que par ma bibliographie. Introduction. Tout commence en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. L'Empire russe, qui est un régime autoritaire dirigé par le tsar Nicolas II, fait face à de grandes difficultés. Bien que le pouvoir du tsar soit fort, il est contesté par une partie de la population qui s'avère très mécontente des impacts qu'a la guerre sur le pays. La situation économique est critique, les famines se font ressentir et les pénuries sont conséquentes, suite aux nombreux échecs militaires des soldats russes impliqués donc dans la Première Guerre mondiale. Durant ce temps-là, Lénine, théoricien du marxisme-léninisme et par la suite fondateur de l'URSS, habite à Zurich. Exilé et vivant dans des conditions déplorables, il n'a pas mis les pieds en Russie depuis plus de 10 ans. Les révolutions. La première révolution a lieu en février 1917. Lors de cette première révolution populaire, le 8 mars 1917, les femmes et le peuple, paysans, ouvriers, soldats, se rejoignent à Petrograd, capitale russe. Victimes des désastres de la guerre, ils sont pour l'arrêt de ces combats et pour le retrait de la Russie du conflit mondial. Grèves et manifestations remplissent les rues, c'est un mouvement spontané. Hausse des prix, pénurie, rations alimentaires, bois, etc. Ils réclament l'augmentation des rations, ainsi que le droit de vote pour tous. Le régime autocratique du tsar Nicolas II, inquiet, décide de riposter. L'armée est déployée et le 11 mars, plusieurs soldats tirent sur la foule. Pour certains militaires, c'est un acte inadmissible. Ils choisissent alors de se soulever contre le régime et d'armer les ouvriers. Dans l'urgence, la classe politique improvise un nouveau régime, bourgeois vs soviet, assemblée de représentants de la classe ouvrière. Une seule condition est émise à ce double pouvoir, le soviet révolutionnaire doit réussir à contrôler le gouvernement conservateur. Le 15 mars, c'est sous pression que le tsar Nicolas II abdique. En une seule semaine seulement, le soulèvement populaire a réussi à mettre fin au régime tsariste. Le pouvoir est laissé libre et est mis en place un gouvernement provisoire, d'abord dirigé par Lvov, puis par Kerensky. Composé notamment de démocrates opposant au tsarisme, il permet de prendre de grandes mesures en Russie telles que l'abolition de la peine de mort et le suffrage universel. Des soviets sont mis en place, donc des comités composés de partis révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires, les mencheviks et les bolcheviks, afin de prendre la direction des usines et des exploitations agricoles dans le but d'avoir une plus grande égalité dans le contrôle de ces industries. Malgré cette révolution, une majeure partie du peuple est mécontente. Les intérêts des uns s'opposent aux intérêts des autres. Il y a d'une part les démocrates, souvent bourgeois, qui sont au pouvoir, qui veulent le garder et garder leur possession, mais de l'autre il y a le peuple, réclamant d'autres mesures pour calmer la situation économique actuelle. Suite à ça, les bolcheviks révolutionnaires de gauche commencent à réfléchir sérieusement à une révolution qui mettrait en place un pouvoir différent. Le 3 avril, Lénine arrive à Petrograd. De retour en Russie, il expose ses thèses d'avril aux bolcheviks, auxquels Staline ne tardera pas à se ranger. Son discours ultra-radical surprend les membres du nouveau régime et certains le prennent pour un fou. Il appelle à l'insurrection et à la guerre civile européenne contre le capitalisme. À ce moment-là, le parti bolchevique de Lénine est le groupe le plus à gauche du paysage politique révolutionnaire. Au sein même du parti bolchevique, Lénine est considéré comme radical, ce qui fait que les bolcheviks font peur à la classe politique. Cet isolement va s'aggraver pour Lénine lorsqu'en juillet, le gouvernement provisoire accuse les bolcheviks de mener des manifestations violentes et prétend que Lénine est un espion de l'ennemi allemand. Les bolcheviks sont alors chassés et isolés, certains cas parfois emprisonnés. Dans ce climat tendu, la droite conservatrice essaye de revenir au pouvoir, à tel point qu'à la fin de l'été, le 28 août, le général conservateur Kornilov tente un coup d'État à Petrograd. Mal préparé, il se heurte à la résistance organisée par le soviet. C'est un échec, en grande partie grâce aux militants bolcheviks qui regagnent en popularité. Ces événements aggravent encore un peu plus la situation économique et politique du pays, les ouvriers et les paysans s'agitent, se révoltent, et dans ce chaos, les bolcheviks constituent la dernière alternative, ils sont élus à la tête du soviet. Lénine parvient à convaincre son parti de lancer l'insurrection armée dont il rêve tant. Dans la soirée du 6 novembre, il passe à l'action. Plus tard, certaines images de propagande laisseront penser que des hordes armées se ruaient sur les lieux de pouvoir, mais en réalité, dans une ville où peu de gens, d'une certaine manière, soutiennent encore le gouvernement provisoire, l'insurrection fait peu de victimes. En 2 jours, l'affaire est terminée et le Congrès des soviets désigne un nouveau gouvernement, présidé par Lénine. La deuxième révolution a lieu en octobre 1917.
Cette révolution est donc faite encore à Petrograd, cette fois-ci par les bolcheviks dirigés par Lénine. N'étant qu'un petit parti à cette époque et n'ayant pas le soutien général de toute la population, c'est un mouvement organisé et encadré. Ils appellent à l'insurrection et à la révolte contre le gouvernement provisoire. Lénine lance un coup d'État le 24-25 octobre 1917, ce qui permet l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Ce dernier étant bien sûr pris de force. Suite à la chute du gouvernement provisoire, différentes mesures sont soutenues cette fois-ci par la population. La première étant la fin de la propriété privée, idée marxiste soutenue par les révolutionnaires bolcheviks où les paysans et les grands propriétaires étaient pour la plupart plutôt contre. La seconde étant cette fois-ci souhaitée par une grande partie de la population qui subissait les défaites militaires majeures, paix de Brest-Litovsk en 1918. Cette deuxième révolution provoque une guerre civile dans le pays entre 1918 et 1921. Cette guerre oppose les Rouges, menés par l'armée organisée par Trotsky, qui était un révolutionnaire communiste et homme politique russe, ils sont les révolutionnaires bolcheviks, et les Blancs, soutien tsariste de l'ancien tsar, exécuté entre-temps, soutenus par les armées étrangères qui se méfient beaucoup du pouvoir révolutionnaire bolchevique. Ces armées étrangères soutiennent les Blancs car elles ont peur de la diffusion de cette révolution à l'ensemble de l'Europe. C'est en partie ce qu'il se passera, car ces révolutions susciteront l'enthousiasme chez une partie de la population européenne qui va y réagir après la Première Guerre mondiale en soutenant différents mouvements, comme par exemple Allemagne, mouvement spartakiste. Finalement, les Rouges gagnent et mettent donc en place l'URSS, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, le 30 décembre 1922 comme nouvel État, et le drapeau rouge devient officiellement le drapeau du pays. Ma problématique est: quelles ont été les conséquences des révolutions russes? Ces révolutions ont permis la transformation des anciennes structures féodales, la chute de la monarchie tsariste, ainsi que celle du gouvernement communiste, qui dura jusqu'à la chute de l'URSS le 25 décembre 1991. De plus, de nombreux changements culturels ont fait surface en Russie. Le rôle de la famille bourgeoise traditionnelle a par exemple changé. Permission de l'avortement légal, droit au divorce et décriminalisation de l'homosexualité, qui sera malheureusement de nouveau interdit en 1934. Des améliorations sociales ont également eu lieu, triple principe de la laïcité, éducation formelle obligatoire et gratuite. Les révolutions ont eu un impact en Russie, mais les conséquences ont également été très importantes pour l'Europe en général, notamment avec la paix de Brest-Litovsk et le retrait des Russes de la Première Guerre mondiale. Les deux révolutions suscitent la rivalité en Europe autant dans les pays vainqueurs que vaincus. Le peuple veut une démocratie, la paix et la liberté sont donc capitaux pour eux. Ces révolutions ont posé les bases de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Analyse de la source écrite. La marche en avant, c'est-à-dire vers le communisme, se fait en passant par la dictature du prolétariat, et elle ne peut se faire autrement car il n'est point d'autre classe ni d'autres moyens qui puissent briser la résistance des capitalistes exploiteurs. Lénine, l'État et la Révolution, 1917. Dans cette citation, nous avons un fort aperçu du caractère de Lénine. C'est un homme extrémiste qui a soif de pouvoir. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, peu importe le nombre de morts qui en résultera. L'effondrement économique et la guerre civile provoquent une impitoyable terreur. Le communisme tente de provoquer une révolution mondiale, mais en vain. L'économie n'a pas supporté le choc de guerre, les villes ne sont pas correctement approvisionnées, et nombreux sont les ouvriers au chômage. Analyse de la source iconographique. Sur cette image, nous pouvons en partie, grâce à sa moustache, apercevoir Lénine, figure quasi emblématique des révolutions russes. Il est représenté en homme grand, d'une taille de géant, surplombant les habitations et les bâtiments de Russie, probablement Pétrograd. Cette représentation est plutôt ironique lorsque l'on sait qu'il ne faisait qu'1 m 65. Son visage détient une expression fermée, il semble sûr de lui. Il ne sourit pas et l'on comprend, rien qu'en un coup d'œil, que cet homme n'est pas là pour rigoler. Il en impose de par sa grande taille écrasant une bonne partie de la population et de par l'assurance que cela lui confère. Il fait peur, il n'a pas du tout le regard baissé et ne semble pas le moins du monde inquiet de marcher sur le peuple russe. Il tient une banderole de couleur rouge. Aucune inscription, aucun dessin. C'est donc bien en l'honneur de la victoire de 1921 des Rouges, révolutionnaires bolcheviques, contre les Blancs, pro-tsarisme, et de l'URSS. En d'autres termes, c'est le drapeau du communisme même, bien que sur cette image, nous n'avons pas connaissance ni du marteau, ni de la faucille. C'est une huile sur toile qui a été réalisée par Boris Mikhailovitch Kustodiev en 1920, qui représente la propagande soviétique. Ma deuxième analyse de source iconographique est celle-ci. C'est une affiche de Mennikov Dmitri Ivanovitch. Octobre 1917, le géant capital tombe sous la masse des ouvriers. Elle a été réalisée entre 1919 et 1920 et elle représente également la propagande soviétique. L'affiche de Mennikov Dmitri Ivanovitch est très parlante. Ce qui marque directement est le choix des couleurs, jaune, rouge, blanc et noir.
elles interpellent et retiennent le regard des spectateurs. Au-dessus de la colline se trouvent des lettres de l'alphabet cyrillique, traduites RSFSR, République socialiste fédérative soviétique de Russie. En bas à droite se trouve représentée une faucille et un marteau, symbole du communisme, et au-dessus l'on aperçoit un bout d'une banderole ayant comme slogan Tout le pouvoir aux soviets. Ici, un robot est en train d'être envahi et s'écroule sous l'assaut d'ouvriers et de soldats de l'armée rouge, reconnaissables grâce à leur boudionovka, qui est un chapeau triangulaire mou qui fut un élément essentiel de l'uniforme communiste. Il porte l'emblème du capitalisme russe, un haut de forme, ici représenté par un immeuble, tout comme ses jambes. Ses bras, quant à eux, sont faits avec des grues. Deux avions de chasse se trouvent dans le ciel, ils sont rapides. Le soleil en haut à gauche dépeint l'avenir radieux, aussi symbole de l'iconographie ouvrière. Les ouvriers sont opposés à l'imaginaire en plein développement, représenté par le robot, les avions et les rayons. Pour ce qui est de l'analyse graphique, j'ai décidé de vous montrer le développement de la masse monétaire et de l'inflation en Russie entre 1914 et 1917. Sur ce graphique, nous pouvons apercevoir l'évolution donc de la masse monétaire et de l'inflation en Russie de 1914 à 1917. Et je l'ai choisi car je le trouve très intéressant, parce qu'en effet, la différence entre 1914 et 1917 est extrêmement flagrante. Au départ, les barres sont plus ou moins équivalentes, elles ne dépassent pas le chiffre 100. Cependant, en 1917, la masse monétaire atteint les 800 et l'inflation, donc l'accroissement excessif des instruments de paiement, donc les billets de banque, les capitaux, entraîne une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Et elle se trouve juste à peine en dessous de 1200. Et c'est énorme. On peut expliquer ce développement avec la période de guerre, car entre 1916 et 1917, la montée s'est faite d'un coup. Les rations ont été absorbées par les efforts de guerre et les pénuries ont été très importantes. Il y a donc eu beaucoup de demandes en versus de l'offre offerte, car les denrées se sont faites rares. Pour conclure, parti d'un mouvement essentiellement populaire, les révolutions ont fini par profiter à Lénine. En 1917 a été totalisé 1,8 million de morts et 5 millions de blessés parmi les militaires. Ces révolutions ont été meurtrières, mais au final, elles ont amené tout de même quelques changements positifs au sein du peuple. Pour ces révolutions, c'est surtout la mise en place d'une dictature qui favorise l'industrie et non l'agriculture qui en est une conséquence importante. Et voilà ma bibliographie. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.